Je vous propose que, Gabriel Amar, on va dire là, je sais pas, je suis membre du réseau des élus insoumis et citoyens et notamment, j'en connais un certain nombre d'entre vous pour tourner le pays sur cette question de la gestion de l'eau. Je vais vous proposer qu'on procède en deux temps. Je vais vous faire réagir d'abord nos invités sur la question du droit à l'eau et la perception qu'ils en ont de l'état du droit à l'eau en France, de leur balcon, de leur poste de combat, de leur engagement. Et puis, dans un deuxième temps, je leur demanderai, après un échange avec vous sur le droit à l'eau, à mi-temps de cette heure et demie que nous allons partager ensemble, eh bien, nous aborderons la question de là où ils en sont et leur perception de cette mesure du programme L'Avenir en commun que Harris Interactive a révélé être à 80% plébiscité dans le cadre de son dernier sondage qui portait sur les 42 mesures phares du programme L'Avenir en commun. Alors, avant de donner la parole aux gens qui m'entourent, aux amis et invités et camarades, d'abord excuser Anne Gros-Perrin, vice-présidente Europe Écologie Les Verts de la métropole de Lyon, qui a eu un souci personnel qui l'a vraiment mobilisé. Je comprends tout à fait, moi-même, devant souvent me mobiliser, ayant une mère très âgée. Et on ne choisit pas forcément que ça tombe au bon moment dans ces cas-là. Voilà. Donc Anne, au pied levé, a demandé à Florestan Groux, l'un des membres du comité de pilotage eau de la métropole de Lyon, de bien vouloir la représenter. Et puis je salue aussi Laurence Boulet, qui est vice-présidente à la métropole et qui fait aussi partie de ce comité de pilotage. Et j'avais eu plaisir d'ailleurs à être des heures durant auditionné sur vos choix. Et j'en aurais dit pas plus puisque dans un instant, Florestan se présentera. Nous avons invité Emmanuel Poilane pour son engagement citoyen. Après avoir été directeur, il est aujourd'hui bénévole à la Fondation France Liberté. Daniel Mitterrand, laquelle Daniel nous a un peu mis le pied à l'étrier aux uns et aux autres sur ces questions. C'est d'elle que nous tenons la formule que l'eau est l'égale de l'air et du rayon de soleil, auquel on a ajouté, n'est-ce pas Mathilde, tout de suite derrière, 3 jours sans eau et nous sommes morts, et que l'eau est d'aucune manière une marchandise, mais là, c'est la question du droit à l'eau qui nous occupe, et Emmanuel fait partie d'un collectif de lanceurs d'alerte, après avoir fait du lobbying citoyen pour obtenir l'interdiction des coupures d'eau. Il reviendra donc sur sa perception du point de vue du poste de combat qu'il a occupé ces dernières années, sur lui aussi la perception qu'il a de l'état du droit à l'eau, avant de nous dire ce qu'il pense brut de décoffrage de notre mesure phare sur l'eau, qui est la gratuité des compteurs et des mètres cubes vitaux. Enfin, Mathilde Panot, qui a présidé la commission d'enquête. Il y aura, à propos de la commission d'enquête, un débat, enfin une conférence débat ad hoc demain. Donc, ce n'est pas tant la commission dans l'ensemble de son périmètre qui nous occupe cet après-midi, mais c'est plutôt de ce que tu as observé à l'occasion de cette commission d'enquête, mais aussi dans la bataille parlementaire que vous avez menée avec Bastien Lachaud en février 2018, où nous avions, par notre groupe parlementaire, donné un débouché politique à un travail citoyen, celui des ateliers des lois en partie, mais aussi le travail d'audition à l'époque d'un certain nombre d'acteurs associatifs, d'usagers, de syndicats, pour déposer cette proposition de loi que vous avez défendue à l'Assemblée nationale. Donc là aussi, nous dire un petit peu la vision que tu as et la perception à l'issue de ces deux événements marquants de ton travail parlementaire, de l'état de la situation aujourd'hui, avant d'aborder la séquence 2022 et la perspective que nous avons donnée au pays
par la résolution présentée par Jean-Luc Mélenchon et adoptée par notre Assemblée représentative en 2019 maintenant, ou 2020 En 2020, voilà, dans lequel nous affirmons non seulement la volonté de mettre le droit à l'eau au sommet de la hiérarchie des normes, mais nous dressons aussi l'état d'une situation qui n'occupe pas le débat d'aujourd'hui, mais qui fait que nous pouvons nous satisfaire, même si le travail n'est pas terminé, qu'en 20 ans, les têtes dures auxquelles nous avons participé les uns et les autres dans nos engagements associatifs, dans les engagements syndicaux, dans l'exercice des mandats, eh bien, nous avons divisé par 2 le nombre de contrats des multinationales en France en matière de gestion de l'eau et de l'assainissement des eaux usées, et que ça a permis notamment, dans le cadre des gestions publiques qui se mettaient en place dans les différentes formes que le droit français permet, et là ce n'est pas l'objet, je ne le détaille pas, il y a eu un atelier avec René Revol ce matin qui a évoqué toutes ces questions, mais il a été avancé par des collectivités, et c'est ma contribution d'entrée à ma perception du droit à l'eau, il a été avancé au nom du fait que le Code général des collectivités territoriales, d'une part, des arrêts de Conseil d'État, d'autre part, qui ont fait de la jurisprudence à partir de contentieux générés par des positions désobéissantes vis-à-vis de la loi de certaines collectivités dans les années 90, des fois même dans des cités balnéaires, dans des stations de ski, qui ont posé la question des usages et des mésusages qui étaient faits de l'eau, eh bien, nous sommes arrivés à faire avancer le fait qu'on peut en France ouvrir le robinet sans parler d'abonnement et sans faire payer une part fixe. La loi le permet et on oublie trop souvent de le dire et on n'utilise pas le fait que le Code général de collectivité territoriale permet de mettre en œuvre un premier droit, c'est celui que la première goutte arrive gratuitement. Puisque le Code général des collectivités territoriales dit qu'il peut y avoir des parts fixes et des abonnements. Il n'y a pas écrit qu'il doit y avoir des parts fixes et des abonnements. De même, la jurisprudence ou la loi fait qu'aujourd'hui, on sait mettre en place des tarifications différenciées en fonction des usages, on sait mettre en place des progressivités ou des gratuités, quasi-gratuités, parce que j'aime tirer les oreilles de mon camarade qui s'est battu dans le cadre de la loi Brottes en lui disant que la nuit, il obtient le fait qu'on interdise les coupures d'eau. Dans la même nuit, on s'est fait enfoncer sur une question, la gratuité. Donc ça va moins bien maintenant qu'avant la loi Brottes, parce qu'avant la loi Brottes, on pouvait faire les mètres cubes gratuits en volume sous forme d'une remise. On ne peut plus le faire. C'est comme ça que Roquemort, dans les Bouches-du-Rhône, par exemple, fait 10 centimes le mètre cube, très symbolique sur les mètres cubes vitaux. Mais voilà à peu près ce que je pouvais vous dire de l'environnement juridique dans lequel on se situe, en attendant, bien entendu, qu'on se pose les questions pour l'avenir, mais que nous aborderons dans le deuxième temps. Donc, ce que je vous propose, c'est que sur cette séquence-là, tu conclus, et on donne la parole à la salle, Mathilde, et puis sur notre mesure L'avenir en commun, tu commenceras. Ça te va ? Merci. Emmanuel, le droit à l'eau de ton poste de combat. Bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation. C'est une opportunité. Pour moi, le droit à l'eau, c'est d'abord un travail de déconstruction de la violence à tous les étages. C'est-à-dire que ce à quoi on est confronté, en fait, c'est une violence inimaginable, et notamment pour les précaires, et pour faire en sorte de pouvoir avoir accès à un bien commun. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce livre que vous retrouverez sur le site des éditions 2031. On a fait ce livre pour raconter l'aventure qu'on a menée donc, de 2013 à 2018 pour faire en sorte que les multinationales appliquent la loi et faire en sorte que les multinationales ne puissent plus couper l'eau. Donc on n'a pas énormément de temps aujourd'hui. Donc pour ceux qui veulent découvrir toute cette aventure, il faut lire le livre et vous verrez, ça donne plein d'idées pour d'autres combats. Donc, du coup, moi, je voulais revenir sur 4 points. Le premier point, c'est être en capacité de montrer aux multinationales la violence qu'ils mettent en œuvre. Parce que trop souvent, les grands patrons sont dans un bureau en haut d'un très bel immeuble.
Ils mettent en place des procédures qu'ils estiment tout à fait respectueuses de chacun. Ils ne se rendent absolument pas compte de ce qu'ils font subir aux gens. Donc là, pendant 5 ans, on leur a montré exemple après exemple après exemple ce qu'ils faisaient aux gens. Et ce qu'ils faisaient aux gens, c'était d'une violence incroyable. Et ils ont fini par accepter de le reconnaître. Le deuxième point, c'est de faire en sorte d'aider les précaires d'abord. Faire en sorte d'être obnubilé par aider les précaires. Et là, moi, j'ai été quand même profondément choqué par deux expressions publiques. Celle de Macron, qui avait dit dans une gare, on croise ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Alors ça, moi, j'ai un truc. Moi, dans une gare, je croise de l'amour, du voyage, mais pas des gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Puis la deuxième chose, la deuxième expression, c'était François Hollande dans son bureau à l'Élysée. Quand on est allé le voir pour lui présenter le texte de loi sur le droit à l'eau pour tous, il nous a dit « Surtout, ne me faites pas encore une loi pour les pauvres ». Et là, je peux vous assurer que j'étais quand même assez décontenancé. Et j'étais avec Gilbert Mitterrand, président de la Fondation. Et Gilbert Mitterrand est ressorti de l'Élysée. La première chose qu'il m'a dit, mais pourquoi il nous a dit de ne pas faire encore une loi pour les pauvres? Donc je pense qu'on a un énorme problème et qu'il faut absolument que l'objectif premier de nos sociétés, ce soit d'aider les précaires. J'ai lu une anecdote sur Twitter là, hier, que j'avais déjà lue, mais ça m'a fait du bien de la relire. C'est quelqu'un qui posait la question à un scientifique, quelle est la première action qui a fait de l'homme réellement autre chose qu'un animal, et elle a dit c'est le premier exemple quand on a su que l'homme devenait homme, enfin que l'humanité devenait humanité, c'est quand on a découvert un Homo sapiens avec un fémur cassé, réparé. Ça veut dire que pour la première fois, on avait aidé quelqu'un à faire en sorte de ne pas mourir sous prétexte qu'il avait une jambe cassée. Alors qu'un animal, une jambe cassée, c'est terminé, il meurt. Donc je pense qu'il faut qu'on garde ça et qu'on doit absolument faire en sorte d'aider d'abord les précaires. Ensuite, la troisième chose qu'on a apprise, c'est la justice. Moi, c'est quelque chose qui me... Je suis très fan, en fait, de l'idée qu'on a une justice, qu'elle fonctionne et qu'on peut s'appuyer sur elle. Et dans le combat qu'on a mené sur les coupures d'eau, c'est exactement ce qui s'est fait. On est allé devant les tribunaux et on a gagné procès après procès après procès. Et je me rappellerai toujours de ce second procès, où c'était du côté de Bourges, où l'avocat de Veolia, nous on demandait, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'était 3 ou 4 000 euros de préjudice moral. Et l'avocat de Veolia... Pour l'usager qui s'était fait couper l'eau, pas pour nous, hein, pour l'usager qui s'était fait couper l'eau. Et l'avocat de Veolia a dit au juge, mais vous ne pouvez pas accorder 3 ou 4 000 euros de préjudice moral, parce que quand quelqu'un se fait tuer, le préjudice moral, c'est de l'ordre de 2 000 euros. Et le juge les a condamnés à 3 000 ou 4 000 euros, je ne me rappelle plus du chiffre exact. Et pendant tous les procès qu'on a eus, les juges n'ont eu de cesse de mettre des préjudices moraux extrêmement forts, jusqu'à 20 000 euros pour le cas d'une personne dans le sud de la France. Donc la justice peut être un point d'appui formidable pour nos combats, à partir du moment où on œuvre dans l'intérêt général. Et c'est vrai que quand on a gagné devant le Conseil constitutionnel, pour Gabriel comme pour moi, je pense, c'était un aboutissement. Parce que quand on faisait les conférences avec Danielle Mitterrand, elle disait toujours « je suis pour le droit à l'eau pour tous » et les multinationales reprenaient « mais nous aussi on est pour le droit à l'eau pour tous ». Et elle leur répondait « non, non, nous sommes pour le droit à l'eau pour tous et vous êtes pour le droit à l'eau pour tous ceux qui peuvent payer ». Et devant le Conseil constitutionnel, l'avocat de Veolia et de l'Assor a dit à trois reprises, le droit à l'eau en France n'existe pas. Le droit à l'eau en France n'existe pas. Si vous voulez vérifier ça, vous allez voir la vidéo sur le site du Conseil constitutionnel. C'est génial. Le fait qu'ils le disent ouvertement, ça montrait bien qui ils étaient. Et la justice est une arme formidable pour faire en sorte de porter les combats militants et de faire en sorte d'entendre la voix de ces précaires. Un dernier point. Je sens que Gabriel va me... Et le dernier point, c'est l'intérêt général. Ça, c'est pour moi quelque chose qui est primordial. Et c'est vrai qu'on a des acteurs politiques, notamment avec Mathilde autour de la table. Et il faut qu'on réussisse, à la fois en tant que citoyen et en tant que politique, à faire en sorte que l'intérêt général soit réellement notre priorité. Quand j'ai été porté en correctionnel pour diffamation par Veolia,
c'était vraiment des attaques très personnelles et la volonté de nous casser dans notre ambition d'être militant et de porter des combats. Et quand j'ai été relaxé, le juge, dans son jugement, a dit non seulement vous avez eu raison de dire ça, mais vous l'avez fait de telle manière que vous ne le faisiez pas pour vous, vous le faisiez pour l'intérêt général. Et à partir du moment où vous le faites pour l'intérêt général, mais il n'y a pas de diffamation. Et ça, je pense que c'est le message moi, le plus important que j'ai appris. C'est cette idée que si on fait les choses pour les autres, si on fait des choses avec force pour les autres, et pour faire en sorte que ces femmes et ces hommes qui sont meurtris par la société, et si on peut, par nos actions, déconstruire la violence qui leur est faite, et donc créer un espace de non-violence et créer une meilleure capacité à pouvoir vivre ensemble, alors on peut avancer. Et donc, derrière tous ces combats pour le droit à l'eau, c'est ce message-là que je veux passer, c'est à la fois l'intérêt général et la non-violence, et on a un magnifique bien commun, donc autant s'en servir dans ce cadre-là. Merci. Florestan, avec Anne Gros-Perrin à la métropole de Lyon et toute l'équipe auquel tu as participé et que tu participes, vous avancez là vers la gestion publique de l'eau, bien sûr, mais en prenant vos fonctions, confrontés à votre délégataire, dans ce début de mandat, le droit à l'eau à Lyon, ça donne quoi? C'est quoi votre première perception des choses? Là, ça va aller mieux. Là. Alors, d'abord, je remplace Anne Gros-Perrin, donc la vice-présidente à l'eau, donc comme l'a dit Gabriel. Si je peux la remplacer comme ça un petit peu au pied levé, c'est que Anne, elle a fait tout de suite un choix quand elle est arrivée à la vice-présidence de la métropole au cycle de l'eau, c'est de faire un groupe de pilotage politique pluriel autour d'elle. Elle avait vraiment comme souhait de politiser cet objet que sont les cycles de l'eau, à la fois petit cycle, service public, et grand cycle, gestion de l'eau à l'état naturel. C'est ce qui fait. Et donc il y a aussi Laurence Beaufet qui est avec nous aujourd'hui dans le public, qui fait partie de ce groupe, donc elle pourra aussi vous dire deux mots sur son fonctionnement. Mais je crois que cette volonté de politiser l'objet qu'est le service public de l'eau potable, de donner des intentions politiques, un projet politique à ce retour en régie publique, c'est ce qui caractérise aujourd'hui la politique de la métropole de Lyon. Et c'est ce qui va me permettre de donner une perception d'où on est le droit à l'eau en France et sur la métropole, donc avec une vision un petit peu personnelle, mais d'utiliser souvent le « nous », parce que c'est un « nous » qu'on construit au sein de ce groupe politique quand il s'agit de la position de la métropole de Lyon. Alors sur le droit à l'eau en France, je vais être un tout petit peu provocateur. Aujourd'hui, moi je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'est le droit à l'eau en France, puisque sa traduction dans le droit français, je la trouve très incomplète. Si je prends le Code général des collectivités territoriales, alors, il renvoie en fait au Code de l'environnement qui dit « L'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique pour son alimentation et son hygiène a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. » Donc on voit bien toute la limite d'une telle définition. Déjà, on ne sait pas pour son alimentation, son hygiène, le nombre de litres que ça représente. Et puis surtout, on voit bien que en fait, ça renvoie à une solvabilité. C'est ce que disait Emmanuel, c'est-à-dire que finalement, là, ça dépend en fait de sa capacité à payer ce droit d'accéder à un besoin essentiel et fondamental. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît énormément... voilà, on est tous d'accord pour dire la limite d'une telle définition. Alors, ça appelle, à la revendiquer, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose un état d'esprit revendicatif sur un droit à l'eau précis, et deux, à le construire socialement et démocratiquement ensemble. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on retrouve. C'est-à-dire, quelquefois, mes amis me demandent alors, qu'est-ce que c'est l'avenir en commun en quelques mots. Mais je leur dis, il y a des besoins fondamentaux, c'est des droits essentiels.
Et on a la richesse et la capacité collective de les garantir pour toutes et tous. Et l'AEC, en fait, ça décrit ça. Ça décrit et ça décline comment on peut garantir des droits fondamentaux associés à des besoins essentiels. Et quelque part, en faire un exercice démocratique, de se dire, qu'est-ce qu'il y a derrière un droit à l'eau ? Il y a l'eau potable, il y a l'eau de boisson, il y a les fameux 3 litres d'eau par jour, mais il y a l'eau de l'hygiène, il y a l'eau de la cuisine. J'étais sur un camp de migrants il n'y a même pas 3 semaines. On me disait qu'à cause des restrictions d'eau, ils ne pouvaient pas faire leurs ablutions. Vous vous rendez compte, la violence, il parlait de violence, Emmanuel, la violence de dire je dois choisir entre boire et pouvoir exercer ma croyance, ma foi. Donc un droit à l'eau à définir collectivement, je pense que c'est un essentiel et que ça pourra faire un exercice démocratique qui rassemble en fait tous les citoyens de ce droit et qui me paraît intéressant et mobilisateur et dans l'esprit de ce qu'on défend et de ce qui est défendu à la France insoumise. Alors maintenant, pour en revenir à la métropole de Lyon, une fois que ce droit à l'eau a été formulé, comment on le garantit ? Et c'est là où pour moi, l'instrument pour garantir ce droit, c'est le service public de l'eau. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est fondamental. Il faut sortir de l'idée qu'un service public de l'eau est un service public industriel et commercial qui est en fait la gestion d'une infrastructure technique pour fournir de l'eau potable à un robinet. Il faut sortir de cette conception-là. Il faut rentrer sur la conception d'un service public. C'est le garant d'un droit pour toutes et tous. Pas simplement de fournir un bien à un robinet. Il y a un droit à l'eau qu'on aura formulé démocratiquement qui est garanti par le service public. Alors, comment le garantir ? 3 composantes selon moi. Un mode de gestion publique, Gabriel l'a dit, ce n'est pas le sujet principal d'aujourd'hui. Et puis, on a tout l'héritage de tes travaux et des travaux que tu as faits, donc on ne va pas s'y attarder forcément. Il y a aussi l'idée qu'une fois qu'on a ce mode de gestion publique, une fois qu'on l'a acquis de haute lutte, il faut que cette conduite de la gestion publique se fasse avec des critères de gestion publique et démocratique. Attention à ne pas venir importer les logiques libérales dans la régie qu'on est en train de construire et finalement de coloniser avec l'esprit d'entreprise notre gestion de l'eau. Et ça passe notamment par quelque chose auquel on est sensible, et notamment la vice-présidente à la concertation et à la participation me dédiera pas là. Mais ça passe par la cogestion citoyenne et la participation à la gestion de la régie publique de l'eau avec les citoyens. Et le droit à l'eau, je crois que c'est ça. C'est pas qu'une histoire de redevabilité, c'est une histoire aussi d'associer les usagers, les citoyens. Et j'illustrerai un petit peu ce qu'on fait dans la métropole pour ça. Et puis, on en parlera en deuxième partie, c'est donner un sens politique à la facture, au financement. Et ça, je pense qu'on va le détailler. Juste illustrer beaucoup plus concrètement, et après, je repasse la parole à Gabriel. Le mode de gestion publique, donc, c'est acquis à la métropole. On a gagné cette lutte grâce notamment aussi au travail de Au Bien Commun. Et je salue Isabelle qui représente Au Bien Commun aujourd'hui, qui a contribué en fait à avoir cette victoire. Nous, dans la délibération, et Anne Gros-Perrin y tenait, on a mis une intention politique à cette régie publique. Et on s'est un petit peu frité avec l'opposition qui ne comprenait pas que nos délibérations ne contiennent que des tableaux pour nous montrer que l'analyse de coûts techniques basculait en fonction de la régie. On essayait de leur donner tous les arguments possibles qu'on avait sur la maîtrise publique du patrimoine, etc. C'était inentendable. Mais je pense qu'on a essayé de commencer à construire le droit à l'eau ici. Et ensuite, sur la gestion publique et démocratique, elle commence par une large concertation citoyenne qui est lancée avec 2 phases. Une phase, en fait, on va mobiliser les usagers, les associations des citoyens qui ne sont pas touchés d'habitude dans la phase de conception de la régie. Donc là, il y a vraiment toute une méthodologie qui a été mise en place pour déployer ça sur 1 an. Et ensuite, dans le CA de la future régie, il n'y a pas 2 ni 3, mais 4 sièges qui vont être réservés aux représentants des usagers, ce qui permettra déjà une mixité dont je suis celui qui la rompt aujourd'hui en remplaçant Anne, mais dans notre
CA, donc ça garantira, et aussi ça permettra qu'il y ait et les associations qui défendent le combat de l'eau bien commun, mais aussi des citoyens qu'on espère on aura intéressés et qui seront issus d'une nouvelle dynamique qui aura eu lieu pendant cette phase de conception de la régie avec eux. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, particulièrement à Gabriel, qui est quand même celui qui a gardé la flamme toujours de ce combat pour l'eau. Et merci en général à toutes celles et ceux qui combattent depuis longtemps sur cette question du droit à l'eau pour toutes et tous. On est, alors peut-être pour faire un premier panorama, donc à l'Assemblée nationale, Gabriel l'a dit, mais c'est un combat qu'on mène depuis quasiment le premier jour de notre élection, puisque la première niche parlementaire, c'est-à-dire le seul jour de l'année où nous avons le droit de choisir l'ordre du jour, eh bien nous avons fait notamment, donc, avec ces ateliers des lois, donc co-construits avec des citoyens, une proposition de loi constitutionnelle pour demander à ce que le droit à l'eau soit reconnu dans la Constitution, parce que, oui, après 11 ans maintenant que l'ONU a reconnu, sous l'impulsion de la Bolivie, le droit à l'eau et à l'assainissement comme un droit fondamental humain, eh bien, nous sommes en France toujours en retard sur cette question. Et peut-être parce que ça a déjà été très bien dit, moi je voudrais pointer sur quelque chose en particulier. Si on prend la question au niveau général, le droit à l'eau est menacé dans le monde, évidemment par la question du dérèglement climatique, la question de la quantité d'eau, mais ce n'est pas seulement la question de la quantité d'eau. Lorsque l'ONU vous dit que d'ici à 2025, vous aurez la moitié de la population mondiale qui sera en situation d'insécurité par rapport à l'eau, donc ce qui est absolument énorme, mais c'est aussi une question de qualité. Et alors là, ça pose une question de rupture de système absolument drastique et forte, notamment sur la question de l'agriculture agrochimique qui utilise des pesticides à tout va qu'on retrouve dans l'eau, mais aussi dans la question des risques industriels où on retrouve là aussi des pollutions extrêmement fortes, et par la question de la marchandisation. Ça, c'est plutôt ce qu'on a fait avec la commission d'enquête, ce sur quoi on ne s'est pas tellement trompé en termes de thème. On pourra en reparler à un moment si vous voulez, mais ce n'est pas le thème principal de cet atelier. Mais on ne s'est pas tellement trompé puisque le rapporteur spécial au droit à l'eau et à l'assainissement à l'ONU a décidé de rendre son premier rapport en tant que troisième rapporteur au droit à l'eau et à l'assainissement à l'ONU, justement sur les dangers de la marchandisation qu'on voit bien dans le monde, qu'on a vu en Australie, je ne sais pas si vous vous rappelez, 2019, les méga-feux, une entreprise singapourienne qui décide de vendre 89 millions de mètres cubes en plein milieu des feux à un fonds de pension états-unien pour qu'ils aillent arroser des amandes qu'ils envoient à l'exportation. Donc quand on croit qu'ils vont être raisonnables, même dans des choses et de grands périls comme ça l'était, eh bien les multinationales ne sont jamais raisonnables et c'est pourquoi il ne faut pas les laisser gérer un bien aussi précieux que le commun qu'est l'eau. Et vous avez peut-être vu, mais depuis la fin de l'année 2020, on peut maintenant en Californie spéculer sur l'eau, ce qui est une aberration totale qui implique de continuer le combat sur cette question. Je dirais un mot des victoires idéologiques tout à l'heure dans la deuxième partie, mais moi je voudrais insister, quand on dit que le droit à l'eau il est bafoué dans notre pays, je voudrais insister sur les territoires ultramarins. Parce que, évidemment, en France hexagonale, il y a toute une partie des gens qui n'ont pas accès à l'eau et c'est un scandale. On peut parler aussi de tous les villages qu'on retrouve autour de Volvic, qu'on retrouve autour de Vittel, où vous avez des multinationales qui vont directement puiser dans la nappe phréatique et qui font que, lors des périodes de sécheresse, les habitants n'ont plus d'eau au robinet, les petits maraîchers n'ont plus le droit d'arroser, mais la multinationale, elle, continue de pomper à tout va. Mais pourquoi je voulais vous parler des territoires ultramarins? Parce que s'il y a un endroit en France où le droit à l'eau est bafoué intégralement, mais d'une manière qui est absolument scandaleuse, c'est bien dans les territoires ultramarins. Évidemment, celui qui est le plus touché, c'est Mayotte. Vous avez 40% de la population qui n'a aucun accès à l'eau potable. Mais moi, je voulais vous parler de la Guadeloupe. Et la Guadeloupe, en ce moment, est sous une flambée épidémique extrêmement forte. Et justement, nous devons nous appuyer sur le fait que nous sommes dans une crise, dans une pandémie qui oblige justement à décréter et à rendre réel ce droit à l'eau et à l'assainissement. Que se passe-t-il en Guadeloupe? En Guadeloupe, vous avez une filiale de Veolia, la Générale des Eaux, qui est restée 60 ans en Guadeloupe.
Ils sont partis ensuite précipitamment vers 2015, bon évidemment avec un chèque de 18 millions d'euros, et puis aussi accessoirement avec un engagement des élus à ne jamais les poursuivre en justice. Eh bien, ce qui a été fait avec une multinationale qui a été pillée un territoire dans lequel il y a 3 fois plus d'eau disponible par an et par habitant que ce qu'il y a en hexagone. Donc on ne manque pas d'eau, c'est ça que je suis en train de vous dire. Eh bien, que se passe-t-il ? Toute la population de Guadeloupe vit sous les tours d'eau. Qu'est-ce qu'on appelle les tours d'eau? C'est-à-dire que vous avez de l'eau de telle heure à telle heure le mardi, et puis de telle heure à telle heure le mercredi. Et là, on arrive dans une situation tellement catastrophique qu'ils n'arrivent même plus à tenir les tours d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous restez avec votre enfant d'1 an, et bien parfois 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sans eau. Ça veut dire des gens qui sont complètement sortis du circuit, qui sont depuis 3 années, 4 années, 6 années sans eau. Et ça veut dire, et quand même, rendez-vous compte, hein, France 2021, des enfants qui ratent jusqu'à 1 mois et demi d'école par an parce qu'il n'y a plus d'eau à l'école. Votre enfant ne va plus à l'école parce qu'il n'y a plus d'eau à l'école. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Et comme le disent les Guadeloupéens extrêmement bien, si c'était arrivé dans n'importe quel département en hexagone, jamais cette situation n'aurait perduré. Jamais. Pourquoi est-ce que c'est comme ça, alors que je vous dis qu'il y a beaucoup d'eau? Parce qu'il y a eu un sous-investissement chronique dans les réseaux, qui fait que 70% de l'eau qui est pompée part en fuite dans la nature, avec du coup un épuisement des nappes phréatiques qui est inquiétant, et du coup énormément d'eau pompée qui n'arrive pas et qui provoque ces problèmes de tour d'eau. Plus vous rajoutez un réseau d'assainissement qui, comme me disait très bien une Guadeloupéenne, me disait « Ici, nous, on boit de l'eau de merde ». Et ce n'est pas théorique quand on dit ça, c'est-à-dire de l'eau avec des matières fécales. Pourquoi? Parce que le réseau d'assainissement est exactement dans la même situation que le réseau d'eau potable. Et du coup, lorsque vous avez des pluies extrêmement fortes, qui arrivent souvent en Guadeloupe, et que l'assainissement déborde, il va dans les réseaux d'eau potable qui, eux, sont complètement troués comme des gruyères, et donc on vous retrouvez au robinet. Si vous avez la chance d'avoir de l'eau, eh bien, généralement, elle est complètement polluée et salie. Eh bien, ça, le fait qu'il ne se passe rien en Guadeloupe sur cette question-là, alors que ça fait quand même plusieurs années que ça perdure, est la preuve que le droit à l'eau n'est absolument pas respecté dans notre pays et amène à des choses qui sont absolument intolérables. Je vous dis juste ce chiffre qui m'avait beaucoup frappé, que Gabriel avait trouvé. Nous perdons l'équivalent, qui est un problème à la fois écologique et social, nous perdons l'équivalent de la consommation annuelle de 18,5 millions d'habitants dans notre pays en fuite. En fuite. Donc respecter le droit à l'eau pour toutes et tous, ce n'est pas seulement une question de dignité humaine, c'est d'abord et avant tout une question de dignité humaine, mais c'est aussi une question d'intérêt général, ça a été très bien dit. C'est aussi une question qui permet de créer de l'emploi qui a du sens. Et c'est un combat qu'on doit plus que jamais continuer. Et peut-être ce que je dirais tout à l'heure, les victoires idéologiques qu'on a eues, notamment grâce aux combats qui ont été menés par les associations, les réseaux depuis maintenant beaucoup d'années, et qui font que même si la situation est grave et très grave pour beaucoup de gens, et notamment, je parlais des Guadeloupéens, mais des Mahorais aussi et d'autres, eh bien, on avance sur cette question, en tout cas idéologiquement. Et je voulais juste terminer, tu disais le chiffre de 80%. On a organisé à plusieurs structures, partis politiques, associations, réseaux, une votation citoyenne sur la question du droit à l'eau dans la Constitution, ce sur quoi on se bat. Et nous avons eu sur pratiquement 300 000 votants et votantes un score absolument stalinien de 99,6% des gens qui étaient d'accord pour qu'on inscrive ce droit à l'eau dans la Constitution. Et c'est un combat que nous allons devoir faire aboutir dans les années à venir. Et c'est un combat qui est un fil rouge extrêmement important pour notre campagne présidentielle, parce que vous verrez qu'à partir de l'eau, vous pouvez attraper toutes les questions, que ce soit les questions démocratiques, écologiques et sociales. Et c'est un fil que nous comptons bien tenir jusqu'à l'Élysée. Merci. Merci Mathilde. Bon, ce que je vous propose là, c'est qu'il y a un micro qui je ne sais pas s'il fonctionne. Ah oui, parce qu'on n'a pas la longueur de fil. Bon, alors on va essayer de s'écouter, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions, des demandes d'intervention avant qu'on passe
au deuxième point. Vas-y, je vais répéter pour la caméra. Alors, oui, mais pas naïf du tout. Alors, la question que nous posent les collègues élus, là, c'est comment on fait la gratuité dans la mesure où le principe en France de financement de la gestion du petit cycle de l'eau et de l'assainissement des eaux usées doit se faire exclusivement en dépenses et en recettes dans le cadre d'un service fait qui est facturé par l'opérateur final, qui est celui qui distribue l'eau potable au robinet. Donc c'est ça la question. Oui, je répétais la question pour qu'elle soit entendue par tout le monde. Je la note, on y répond après. Je t'en prie. Une autre question ou demande d'intervention ? Bien fort si tu peux, mais sinon je répéterai de toute façon. Tu veux dire en fuite, 40% de l'eau potabilisée part en fuite. Ok, merci. Autre chose ? Merci. Est-ce qu'il y en a une autre, une dernière sur ce premier tour, hein? Il y aura d'autres occasions d'ici 17h. Dans l'ordre que vous voulez, Mathilde, si tu veux réagir sur tout ou partie de ce qui vient d'être dit. Alors, là, en même temps, je dis mon deuxième point ou pas ? Ou non, là, c'est juste sur les... Ok, d'accord. Parce que je demande comment ça fonctionne. Alors, sur la question, qu'est-ce que la France insoumise, elle propose concrètement ? Je vais peut-être partir de là. Donc là, c'est la mesure phare dont on va parler juste après, qui est la manière, en fait, de vraiment reconnaître le droit à l'eau et de vraiment rendre compte que le droit à l'eau, c'est-à-dire la gratuité des premiers mètres cubes d'eau, enfin des mètres cubes d'eau indispensables à la vie, et gratuité des compteurs et de l'abonnement, donc suppression de la part fixe.
Ensuite, il y a évidemment le fait que nous refusons que l'eau soit privatisée, soit dans la griffe de multinationales, et donc qu'on revienne en régie publique. Après, on a un système en France qui fonctionne extrêmement bien, jusqu'à qu'on le détruise un petit peu, mais qui s'appelle les agences de l'eau, qui permettent justement d'avoir cette vision sur les bassins versants. Et d'ailleurs, une des propositions qu'on a commencé à faire, c'est que peut-être que plutôt que d'avoir des régions qui sont complètement déconnectées de tout, on pourrait peut-être réorganiser des régions autour des bassins versants, qui ont des choses qui, pour le coup, ont du sens et permettent de gérer au mieux ce commun qu'est l'eau. Donc ça serait une manière de faire. Pourquoi je dis que c'est un peu mis à mal? C'est parce que vous avez sûrement vu que les agences de l'eau sont en train de souffrir en termes budgétaires de manière extrêmement forte, puisqu'on leur demande de faire de plus en plus de choses dans leur mission, et en même temps, on leur a mis ce qu'on appelle un plafond mordant, c'est-à-dire qu'on leur limite les recettes qu'ils peuvent avoir, sinon une partie retourne au budget de l'État, alors que le principe qui prévalait jusqu'alors et auquel nous sommes attachés, c'est que l'eau paye l'eau, et donc l'argent de l'eau doit revenir à la question de l'eau. Donc là, c'est une des choses sur lesquelles on se bat. C'est une des choses qu'on demande dans le rapport de la commission d'enquête, c'est qu'on enlève cette ponction qui est faite aux agences de l'eau et qu'on donne vraiment les moyens d'avoir des agences de l'eau qui puissent être efficaces sur cette question. Donc ça, c'est pour répondre un peu sur comment est-ce qu'on fait. Après, nous, on est très attachés au fait que ça soit au niveau de la commune, qu'il y ait un choix démocratique qui soit fait justement sur quelle gestion on veut. Alors nous, on prône la gestion publique pour plein de raisons qu'on peut expliquer pendant très longtemps, et Gabriel peut le faire encore plus longtemps que moi. Mais principalement, si je le dis très vite, la gestion publique est bien plus démocratique, et pas opaque comme elle le fait, elle est beaucoup moins chère puisque vous ne payez pas les frais de siège de Veolia, le commercial qui doit essayer de vendre le contrat, vous ne payez pas les dividendes aux actionnaires, vous ne payez pas, etc. etc., etc. 3, elle est beaucoup plus écologiquement bénéfique, puisque vous comprenez qu'une multinationale a un petit peu intérêt, je ne voudrais pas dire qu'ils font tous ça, mais je veux dire, vous n'avez pas intérêt à réparer les fuites, vous parliez de 40% de fuites. Vous comprenez bien quand on dit d'eau potabilisée, vous avez compris. Ça veut dire que c'est sur vos factures qu'elle est potabilisée, l'eau. Donc l'eau qui part, elle est quand même sur vos factures à la fin. Donc est-ce que vous avez intérêt à réparer les fuites extrêmement vite quand ça vous rapporte quand même de l'argent pour pouvoir le faire? C'est une question qu'on peut laisser en suspens sans trop de difficultés. Bon, voilà. Donc nous défendons cette gestion-là, mais nous sommes très attachés à ce que ça se fasse au niveau des communes qui ont la compétence sur cette question-là. Oui, à ce sujet, nous portons encore l'idée que des comités de gestion locale de l'eau soient, dans le cadre de la refondation et de la réorganisation territoriale et politique du pays, dans le processus constituant, c'est quelque chose que nous défendrons, c'est que on aille vers, autour de la ressource, vers des gestions, des co-gestions publiques de l'eau avec les usagers, les agents et les élus locaux des autorités organisatrices, c'est-à-dire des collectivités qui ont compétence en matière d'eau et d'assainissement. Sur la question des fuites et des 40% de fuites, alors qu'on regorge d'eau dans un territoire, et donc il y a un gaspillage monumental, il y a ce que vient de dire Mathilde, c'est que la politique commerciale définie par le conseil d'administration de la filiale de la multinationale a fixé dans sa négociation, qui n'est pas un appel d'offres, qui est une négociation de délégation de service public, les termes de la rémunération du poste de la potabilisation avant transport. Et donc, financièrement, elle dégage des marges de manœuvre sur le poste de la potabilisation. Et donc, il lui importe peu d'en perdre 40% sur le chemin. Alors même qu'en gestion publique, on sait que la fonte grise ou la fonte ductile, ça doit être renouvelé à raison de 1% par an, et que les matériaux composites, PVC, autres matériaux de type canne à pêche renforcé, là, ça doit être renouvelé à raison de 2 à 3% par an. Et donc, nous avons tous des indicateurs, et donc les multinationales les connaissent bien, et les techniciens sur le terrain et les ingénieurs sont malheureux. Sachez que quand on crée des régies publiques de l'eau, ils accourent pour venir postuler, pas seulement parce que c'est une obligation de les reprendre, mais parce que ça a du sens pour eux de venir bosser dans nos régies publiques, et ils sont
toujours diligents pour dire, vous savez, on sait où sont les principales fuites qui font que le rendement est mauvais. Parce que jusqu'à présent, on nous a demandé de mettre un peu plus de pression, et tant que la chaussée ne s'est pas écroulée ou que la canalisation n'a pas pété, eh ben, on continue, parce que de toute façon, ça rapporte aux actionnaires de notre société de faire ensuite. Ainsi, comment équilibrer, et je finis avec ça pour ma part, pendant que les autres se préparent. Comment équilibrer ? Ah bah très clairement, c'est de se poser quel est l'état des usages dans mon bassin de vie. L'usage professionnel de l'eau représente quoi en volume ? L'usage domestique de l'eau représente quoi en volume dans la consommation ? Les résidences principales de ceux qui vivent là toute l'année consomment combien par rapport aux résidences secondaires de ceux qui sont là 4 mois de l'année ? Les usages occasionnels pour les chantiers, des promoteurs, des opérations immobilières. Est-ce qu'on installe des compteurs spécifiques pour les chantiers ? Est-ce que ces mètres cubes sont facturés ? Ou comme par hasard, on a des bornes à incendie qui sont défoncées et on renvoie la faute sur je ne sais qui, jamais sur peut-être celui qui a réellement rempli sa citerne avec pour alimenter le chantier. Et ainsi de suite. Moi, j'ai été jusqu'à trouver des lances à incendie qui fonctionnaient même quand il n'y avait pas d'incendie dans des sites industriels et qui, du coup, n'étaient pas facturés puisque c'était censé être des lances à incendie, certes dans des périmètres privés. Donc, la tarification différenciée en fonction des usages, le droit français et la jurisprudence, vous avez ça dans les manuels D comme droit à l'eau ou dans les manuels E comme eau publique, nous avons la batterie. Et nous savons organiser la tarification différenciée selon les usages en France. Donc, ça veut dire quoi ? Si tu veux faire comme à Roquemaure, 10 centimes du mètre cube, puisque maintenant on ne peut plus faire la gratuité en l'état actuel de la loi, eh bien, ton manque à gagner sur ton volume quasi gratuit, tu le compenses par le fait que tu renchéris les usages professionnels de l'eau. On va me dire, mais qu'est-ce qui s'en prend encore aux pauvres acteurs économiques du territoire ? Je vous rappelle que la dépense eau est déductible des impôts pour les entreprises. Alors que nous, pour être en bonne santé et pas crever, on ne déduit pas l'eau de nos impôts ou de notre fiscalité. Donc, et d'ailleurs, moi, j'ai eu des témoignages de chefs d'entreprise qui me disaient « Gabriel, vas-y !» Parce qu'en effet, ça ne nous gêne pas de payer 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes de plus en tant que professionnel qui utilise de l'eau qui concourt à un chiffre d'affaires pour que sur l'ensemble du territoire de l'agglomération, il y ait des volumes gratuits pour l'eau vitale. Donc, la discussion, le débat, comme l'a dit Florestan, où on construit le droit à l'eau par une implication citoyenne et l'implication de tous les acteurs, finit par faire émerger très spontanément, souvent, la réponse d'intérêt commun dans un bassin de vie, parce qu'il saute aux yeux, finalement, des gens concernés, que les usages ne sont pas égaux entre eux, et que l'eau qui concourt à un chiffre d'affaires ne peut pas être accessible dans les mêmes conditions que l'eau vitale ou pour être en bonne santé. Donc, du coup, à l'arrivée, camarades, chers collègues, tu équilibres ton budget annexe de l'eau par ce renchérissement de certaines conditions d'accès par rapport à la quasi-gratuité de ce qui est vital. De même que aujourd'hui, quand je vous dis le Code général des collectivités territoriales permet de faire arriver la première goutte au domicile principal, c'est ce que nous défendons, dans la gratuité des compteurs, on va l'évoquer, au domicile principal, mais en fait, sans attendre le fait qu'on mette dans la Constitution, et il faut le faire pour toutes les raisons que nous évoquons depuis tout à l'heure, mais aujourd'hui, à l'échelon communal ou à l'échelon de l'autorité organisatrice, on peut supprimer la part fixe et l'abonnement. Parce que de toute façon, les gens sont addicts à l'eau. Et ce n'est pas parce qu'ils ne payent pas d'abonnement que le service ne va pas être équilibré. Il le sera. Parce que proportionnellement à la consommation, il faut couvrir la dépense.
Sauf que les jeunes qui démarrent dans la vie vont arrêter d'être assassinés par des parts fixes de 30, 40, 50, 90 euros par an. Les personnes âgées isolées et à la retraite avec des petites pensions vont arrêter d'avoir finalement, alors qu'elles font des efforts de sobriété sur l'eau, d'avoir un mètre cube à 12 euros parce que la part fixe plombe leur porte-monnaie, et ainsi de suite. Et donc, en facturant proportionnellement à la consommation, on retombe sur nos pattes, ne serait-ce qu'à l'intérieur de l'usage domestique. Si on venait à tout facturer proportionnellement à la consommation dans l'usage domestique, et pour l'usage professionnel ou pour les usages de résidence secondaire, je pense à des communes rurales ou à des cités balnéaires ou à des zones touristiques où depuis belle lurette, ils font payer des abonnements aux résidences secondaires et pas aux résidences principales, parce que les habitants des résidences principales en ont marre de payer les infrastructures pour un niveau de population qui est là 4 mois de l'année. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur les questions qui viennent de poser? Puis après, on passe sur le sondage Harris Interactive. Non, très rapidement, pour rebondir sur votre question, en tout cas, je pense que du point de vue des associations, ce dont on a besoin comme projet politique, c'est un projet de partage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans une spoliation. Il y a une ambition de faire de l'argent sur l'eau. Alors ça se voit sur l'eau potable, mais ça se voit encore plus sur l'assainissement. C'est-à-dire sur l'assainissement, on a mis en place des systèmes hérétiques qui coûtent extrêmement cher en construction, donc c'est très bon pour les gens du BTP, pour les multinationales du BTP, et qui nécessitent des intrants de dingue. On pourrait faire des choses beaucoup plus économes qui permettraient aux collectivités d'avoir le même résultat, mais en dépensant moins d'argent et en pouvant mettre leur argent dans d'autres dynamiques. Et avant de repasser la parole, juste un exemple. Moi, je me rappellerai toujours de Anne Leustrat à Paris quand elle a repris la régie publique de Paris. Ils ont fait un budget avec plus d'investissement, avec plus de social pour avoir quelque chose. Alors, ils espéraient être équilibrés la première année. En fin de première année, ils ont fait 10 millions d'économies. Ils ont dépensé 10 millions de moins que Veolia et Suez, simplement parce qu'ils faisaient les choses correctement et qu'ils n'avaient pas pour obsession de faire de l'argent. Donc si on veut s'en sortir, il faut sortir de la saine croissance. Il faut qu'on arrête de penser les choses pour l'argent. Il faut qu'on fasse des choses pour le bien commun, pour les services essentiels. Et une fois qu'on aura une base de bien commun et de services essentiels, l'économie jouera son rôle. Mais l'économie ne doit pas être le point d'entrée de ces sujets-là. Et on sait que c'est le cas. Et malgré tout ce qu'on peut dire, il y a une telle croyance. Je faisais la blague à Gaël Giraud la semaine dernière, en disant en fait la plus grande religion dans notre monde moderne, c'est la croissance. C'est pas les catholiques et musulmans et compagnie, c'est la croissance. Et ils y croient tellement fort qu'ils nous font croire que c'est vrai, sauf que c'est complètement faux. Merci. Oui, en complément, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais alors peut-être deux précisions. Une, parce qu'elle me semble souvent éclairer le débat. Quand on parle de droit à l'eau, je sais que ce référentiel-là peut être interrogé, mais il y a quand même cette idée qu'il y a l'eau à l'état naturel, l'eau en tant que ressource, avec un enjeu d'allocation juste de cette ressource. Et donc là, on a cet enjeu que vous décriviez d'agir par bassin versant, puisque la ressource, l'état naturel se construit sur un bassin versant, et de faire de l'allocation de cette eau à l'état naturel entre les différents usages. Et il y a évidemment donc l'usage économique, l'usage agricole, le refroidissement des centrales nucléaires. J'en parle parce que 3 centrales arrêtées cet été à cause des étiages dans le Rhône. C'est quand même important de le rappeler. Et puis il y a un usage qui est particulier et spécifique, c'est celui de l'eau potable, c'est celui de l'eau vitale. Et c'est là où on voit bien que la différenciation de ces usages dans l'allocation de l'eau à l'état naturel doit être un construit social, c'est ce que disait Gabriel, c'est-à-dire qu'on ne va pas laisser le marché et l'efficacité ou la rentabilité choisir à notre place de là où doit aller l'eau. Ensuite, sur l'équilibre, sur le budget équilibré, alors là, je ne rajouterai rien par rapport à ce qu'a dit Gabriel, puisqu'il résume complètement
ma pensée, alors là, pour le coup, ma pensée individuelle, je vous dirai où est-ce qu'on en est dans la métropole de Lyon tout à l'heure. Par contre, je pense qu'à un moment donné, il va falloir commencer à s'émanciper, même carrément du carcan de la redevance. C'est-à-dire que je crois que l'outil de la gratuité sur le besoin vital, c'est un premier pas. C'est un premier pas de différencier les usages de l'eau. Mais de dire que le service public de l'eau potable repose uniquement sur la redevance, c'est-à-dire une facturation au service rendu, je pense qu'il va falloir s'en affranchir, dans le sens où si on veut complètement démarchandiser l'eau, il va falloir sortir de la facture. Et pour sortir de la facture, il y a plusieurs solutions. C'est une question que je pose. Hein, ouais. Il y a des... Ok. Il y a l'impôt, il y a la cotisation. Je veux dire, la sécurité sociale de la santé, on a trouvé un autre mode de financement que de dire on facture à l'acte. Enfin, au départ, en tout cas, c'est bien le risque d'ailleurs du moment. Et je pense que là, on rejoint les notions de transport gratuit, les notions d'énergie aussi. C'est-à-dire que tant qu'on fera de ces services essentiels des biens de consommation courants comme les autres, on ne s'affranchira pas complètement du fait de voir la possibilité de profit, la possibilité de marchandisation sur un droit essentiel. Et quelque part, nous, on commence à se battre là-dessus, à la métropole de Lyon. Par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, un service public de l'eau potable, il ne peut pas s'occuper des gens qui ne sont pas connectés au réseau. C'est-à-dire qu'il n'est pas compétent sur les bains-douches ou sur les fontaines. C'est-à-dire que si avec Anne, Laurence, on veut par exemple mettre des nouveaux bains-douches qui ont été fermés à Lyon, tout a été fermé sauf un, on ne peut pas. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit « Ah mais vous comprenez, à ce moment-là, la personne qui paye sa facture d'eau va payer pour les personnes pauvres. » Mais c'est ça la solidarité. C'est ça la solidarité. Parce qu'à un moment donné, sur les besoins essentiels, on ne paye pas au service rendu. J'achète pas un paquet de bonbons, j'achète un droit de vivre. Et donc là, il y a un vrai combat à faire. Et on est en train d'essayer de le faire. Alors, je ne vous le raconte pas, c'est des petites prises de tête avec nos services juridiques, parce qu'on voulait vraiment essayer d'arriver à positionner notre future régie publique de l'eau comme ce qu'on disait, non pas un fournisseur d'eau au robinet, mais le garant d'un droit à l'eau. Et là, on a trouvé un petit peu comme vous tout à l'heure, on a trouvé un cavalier législatif, c'est-à-dire que la loi Brottes a exprimé quelque chose. Je vous le dis parce que c'est intéressant et on n'en est pas peu fiers. On espère que ça va faire jurisprudence. J'y crois. L'article L224-12-3-1 autorise à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous. Et en fait, donc ça, c'est typiquement les tarifications sociales et les tarifications environnementales. Mais la tarification sociale, c'est aider les gens à mieux vivre leur pauvreté, c'est pas la corriger ni la réduire. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut encore aller plus loin. Et donc nous, avec Anne et donc avec Laurence, on a réussi à essayer de mettre dans les statuts de la régie que la mise en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d'accéder à l'eau potable, à l'assainissement, c'était aussi peut-être les bains-douches pour ceux qui n'ont pas accès à un point d'eau. Et une fois qu'on aura cette régie publique, et une fois que ça sera dans les statuts, on tentera le coup et on verra si on rentre en bataille avec la préfecture ou pas sur le contrôle de légalité, sachant qu'on s'est quand même un petit peu prémuni en mettant en mission annexe que la métropole pourrait nous confier cette compétence-là au titre de la clause de compétence générale du social. Mais le combat politique, c'est de le faire au titre de la régie publique de l'eau pour effectivement basculer d'une régie publique qui fournit non pas un bien de consommation courant comme les autres, mais un droit. Alors, je vous propose... Laurence a demandé la parole. Je propose qu'on
on réagisse juste là. Donc, Mathilde, je donne la parole à Laurence qui vient de me la demander sur les sujets qui viennent de nous occuper là. Et après, on revient sur la bataille culturelle. Merci beaucoup. Je fais juste parce que ça me fait réagir sur la tarification sociale, etc. Donc je ne veux pas me lever, ça je serais plus grande que les autres. Je n'ai pas l'habitude. Il y a une première chose, c'est qu'on a quand même, quand on gagne des grandes métropoles comme celle-là, elles ont des administrations qui n'étaient pas sous la même majorité, vous l'avez compris. Donc il faut quand même batailler ferme avec nos agents. Certains sont convaincus, d'autres moins. Et le service juridique en particulier, c'est étonnant d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est une bataille permanente de leur rappeler que nous on fait de la politique et que le juridique aussi, il est à l'appui d'eux normalement. C'est pas toujours facile. Et du coup, ça nous oblige à faire du juridique pour les coincer. Mais bon, c'est pas très normal. Bref, enfin bon. Sur un point important quand même, quand on passe en régie publique, enfin en tout cas, on espère qu'on va aller jusqu'au bout. On a une chance à Lyon, c'est qu'il y a eu une bataille citoyenne très importante et de militants en 2013-2014 qui avait déjà préfiguré et failli faire basculer en régie. Ça n'a pas été le cas. Mais ça a permis quand même de construire un contrat de délégation actuel avec Veolia qui est bien plus, qui est un bon contrat, je mets plein de guillemets à ça, mais il a permis ça. Et donc j'engage aussi à ce qu'on regarde ce qu'il y avait dans ce contrat-là pour d'autres qui ont besoin encore de passer le pas et de convaincre. Et notamment sur les taux de fuite, il y a des engagements dans ce contrat-là actuel de Veolia sur les taux de fuite. Et il y a aussi eu une grosse bataille sur la cartographie du réseau. Et donc on en a maintenant une très bonne connaissance, ce qui nous aide dans justement la connaissance de où ça va et qui consomme quoi. Avec une difficulté, et j'en viens tout de suite à la tarification sociale, c'est qu'à Lyon, mais je pense que ce n'est pas du tout la seule commune, ou la seule agglo, on a beaucoup de compteurs collectifs. Et donc il va falloir qu'on trouve une bonne idée, et il y en a, hein, mais une bonne idée appliquée à ce qui se passe à Lyon, je vais dire comme ça, sur comment on fait quand même de la progressivité sur ces compteurs collectifs, sachant qu'à Lyon, ils sont très nombreux et qu'on a déjà, si on s'était dit on met des compteurs pour juste compter individuellement, même s'ils restaient un peu collectifs, on en a pour des dizaines d'années, donc on sait déjà qu'on ne pourra pas le faire à court terme. Donc ça va nous occasionner des belles constructions, et ça on va le faire avec les gens qui ont participé à la bataille 2013-2014 et les citoyens qu'on fait avec la concertation qui démarre à l'automne. Voilà. Oui, d'autant qu'on a justement dans les expériences de ces bassins de vie qui sont passés en régie, des tarifications différenciées qui ont été confrontées ces 20 dernières années au problème et qui n'ont pas toujours attendu, loin de là, l'individualisation pour passer à la tarification progressive ou à la tarification différenciée, et qui se sont servis par exemple ces dernières années des éléments dont on dispose dans nos services d'urbanisme sur la composition en nombre d'appartements, ou plus récemment René Revol sur l'agglomération de Montpellier. Il en parlait ce matin dans un atelier qui parlait notamment de quel projet de régie publique à l'adresse des élus locaux ce matin. Et il disait, lui, qu'il avait obtenu un accord des services fiscaux pour mettre en place des volumes gratuits en fonction de la composition familiale, par exemple, ce qui règle le problème du coup de calculer le volume global d'un immeuble qui est derrière un compteur collectif. Et autre plan B, obtenir des propriétaires bailleurs qu'ils mettent, eux, plus rapidement en place des compteurs individualisés. Donc là, je sais, ça fait débat. Alors, je vous annonçais tout à l'heure, mais vous l'aviez deviné en regardant le programme de ces amphis d'été, que la proposition numéro, je ne sais plus combien, sur les 42 priorités, mais on va dire que l'eau étant dans tout, c'est la proposition numéro 1 de l'avenir en commun, eh bien, c'est la gratuité des compteurs, nous y avons fait référence depuis tout à l'heure, et des mètres cubes vitaux, qui ressort comme
eh bien, plébiscité à 80% dans le sondage Harris Interactive. On vous fait peut-être sourire, nous qui souvent contestons la légitimité des sondages, mais après tout, puisque des sondeurs nous renvoient à leurs outils pour nous plébisciter ou plébisciter les mesures dont nous portons, eh ben, on s'en saisit, hein, on prend, parce que d'habitude, ça sert à nous frapper. Bon. Donc voilà, je voulais, avant de faire réagir nos invités, peut-être, Mathilde, que tu reviennes sur toi finalement, comment tu as reçu cette nouvelle, alors qu'on avait peut-être un peu l'impression de vider l'océan avec nos doigts, à propos de faire de l'eau une question centrale de la bataille politique de 2022. Finalement, on nous l'amène sur un tapis rouge. Merci beaucoup Gabriel. J'en profite pour saluer René-Lise Rotio qui vient d'arriver, qui est une grande. Vous pourrez l'entendre demain. Je fais un petit teasing pour demain. J'ai parlé tout à l'heure très vite de Vittel et de la bataille que vous menez contre Nestlé, mais qui est une belle bataille. Alors, je reviens à la gratuité des premiers mètres cubes d'eau et du compteur. C'est la seule manière de garantir réellement le droit à l'eau. Moi, je dis, on a eu des gros débats. Alors, je suis très heureuse de voir que c'est 80%. Nous, on était arrivés à 99,6% des 300 000 personnes qui avaient voté. Et je vais même vous dire mieux que ça, pour la preuve que c'est une mesure qui va dans le sens de l'intérêt général humain. C'est que dans la commission d'enquête que nous avons menée, il y a donc 30 députés de tous bords différents. Le rapporteur, donc moi j'étais présidente, lui il était rapporteur, le rapporteur qui est de La République En Marche, eh bien ce rapport a été adopté à l'unanimité et dans ce rapport était notamment préconisé, eh bien justement la gratuité des mètres cubes d'eau vitaux et la gratuité du compteur. Donc ça c'est vraiment une très belle victoire idéologique qui montre qu'on peut vraiment réussir à avancer sur des sujets. Et maintenant, vous inquiétez pas qu'on ne va pas les lâcher, ces 29 députés, pour que ensuite ça se concrétise à l'Assemblée. Donc c'est la preuve, je crois, que c'est une proposition d'intérêt général qui permet de faire l'Union populaire dont nous parlons maintenant depuis plusieurs jours et dont nous allons continuer à parler. Et moi, je veux juste vous faire un petit aparté sur pourquoi, à mon avis, c'est important de porter cette proposition-là plutôt qu'une tarification sociale. J'explique pourquoi nous préférons la gratuité des premiers mètres cubes d'eau vitaux, essentiels à la vie. C'est parce que lorsque vous êtes devant une tarification sociale, eh bien, finalement, vous allez avoir, comme tout l'ensemble des droits, c'est-à-dire un non-recours très fort. On le voit sur tous les droits qu'il y a. Et puis, parce que moi, ça me dérange que pour avoir accès à l'eau, on soit obligé de montrer sa feuille de ressources. Parce qu'à partir du moment où nous reconnaissons que, on disait toujours tout à l'heure, 3 jours sans eau et nous sommes morts, où nous reconnaissons que le droit à l'eau et à l'assainissement est un droit fondamental humain, eh bien nous n'avons pas à montrer des ressources pour avoir accès à ce droit. Et je crois que le jour où eh bien, la France mettra dans sa constitution le droit à l'eau et à l'assainissement et la gratuité des premiers mètres cubes d'eau et essentiel à la vie et de la part fixe, notamment du compteur, eh bien, je crois que là, on aura vraiment une effectivité du droit à l'eau qui permettra de faire en sorte que le droit à l'eau soit garanti dans notre pays, ce qui aidera des peuples du monde entier, comme nous a aidé le peuple bolivien lorsqu'il a mis en place cette résolution pour laquelle la France avait voté en 2010 à l'ONU, comme nous aide par exemple le peuple burkinabé avec Thomas Sankara qui, à l'époque, et il y est toujours, avait fait un ministère de plein exercice sur la question de l'eau et fait lui aussi une tarification différente selon les usages. Et donc cette gratuité, eh bien, je crois Gabriel l'a montré, par exemple, il l'a fait, on le fait à plusieurs endroits et cette gratuité, elle se finance très simplement. Elle se finance notamment avec une différenciation de la tarification des usages. Et je crois que c'est très simple pour tout le monde de comprendre que, il n'est pas possible de bafouer un droit fondamental qui est un droit fondamental de la dignité humaine et de refuser que des gens aient accès à l'eau sous des conditions de ressources ou de je ne sais quoi. La deuxième chose, eh bien, que ce n'est pas la même chose
d'utiliser l'eau pour des usages qu'on va dire de confort. Bon, on dit souvent remplir une piscine, laver une voiture ou je ne sais quoi, que pour un usage vital ou que pour un usage où l'eau sert à faire du profit, donc pour un usage notamment professionnel. Je crois que c'est une question là pour le coup de bon sens et d'intérêt général. Et finalement, non, je ne suis pas si surprise que 80% des gens, je crois même que ça peut être plus, et que maintenant il faut transformer cette majorité sociale du pays qui est d'accord avec cette proposition en acte politique. Et c'est ce qu'on propose notamment pour 2022 et sur lequel on continuera de se battre évidemment à l'Assemblée nationale. Merci Mathilde. Bravo pour ce travail. Et c'est un travail qui poursuit ce qu'a proposé Danielle dans un premier temps. La gratuité a toujours été très importante pour elle. Et puis, au moment où on avait fait un travail sur le droit à l'eau pour tous à l'Assemblée, on avait fait nous aussi un sondage. Et c'est toujours très intéressant de voir que les Français répondent présents. Et ils répondent présents, quels que soient les courants politiques, quelles que soient les villes. Je vais donner deux exemples. Le premier exemple, c'est qu'on avait posé la question aux consommateurs d'eau en bouteille s'ils étaient d'accord pour participer à la solidarité sur l'eau en tant que consommateurs d'eau en bouteille, donc les gens qui achètent. Ils avaient répondu à 70% qu'ils étaient d'accord pour participer financièrement à la solidarité sur l'eau. Aujourd'hui, l'eau en bouteille ne participe pas du tout à la solidarité sur l'eau. Et le second exemple, c'est à Annecy, qui est une ville de droite. Ils avaient mis en place une votation citoyenne, un référendum local pour savoir quel était le pourcentage de la population qui était d'accord pour mettre en place le 1% pour la solidarité internationale pour l'eau. Et la population avait répondu à 95% oui. Donc je pense que moi, c'est ça qui me touche le plus. Et là, on est confronté à des choses très violentes. Quand on a proposé le texte de loi à l'Assemblée sur le droit à l'eau pour tous, toutes les prises de parole préalables au texte de loi étaient favorables au droit à l'eau pour tous, le bien commun, la place de l'eau dans la vie, etc. Enfin, l'eau pour la vie, etc. Et quand on rentre dans le détail des articles, on tombe sur les lobbies qui attaquent, qui cassent tout. Et donc, on a absolument besoin de faire en sorte que les acteurs politiques, l'ensemble des acteurs politiques, n'aient d'autre choix que d'écouter ce que les gens disent. Et les gens disent en France, en Europe, dans le monde, tout le monde dit l'eau c'est la vie. Je rappelle ça à chaque fois, mais Daniel Mitterrand avait fait une conférence, avait fait une rencontre avec des enfants, c'était des CM2 je crois, et donc il y avait une soixantaine d'enfants. Alors Daniel a parlé avec sa façon de parler, pas forcément toujours très adaptée aux enfants, et donc à la fin elle s'était posé la question de savoir est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous gardez de ça. Il y a un petit garçon qui s'était levé et qui avait dit Madame, l'eau c'est la vie. Et je pense qu'il faut qu'on réussisse à retrouver cette intelligence qu'on a en nous, mais que pour des raisons fallacieuses, trop d'acteurs cachent sous le tapis. Et si vous réussissez ça, quelque part, c'est ce combat que Daniel a commencé il y a des décennies, qui pourra trouver sa voie. Et je suis persuadé, comme on dit que l'eau trouve toujours sa voie, que là aussi, elle trouvera sa voie. Merci en tout cas pour votre engagement sur ce travail. Alors, je vais essayer de faire bien attention au micro, parce que je vois qu'Isabelle me regarde avec les yeux. Sur les premiers mètres cubes gratuits et sur les compteurs. Alors, moi, j'ai une position individuelle qui, en fait, rejoint celle qu'a exprimée Mathilde, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, notamment parce que notre projet de société, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas d'aider à mieux vivre sa pauvreté, c'est d'arrêter la pauvreté. Et c'est quelque chose de très différent que de stigmatiser « vous êtes pauvre, mais je vais vous aider charitablement » d'un projet social qui dit non, il y a des droits pour toutes et tous de manière inconditionnelle, indifférenciée. Et ça me semble vraiment fondamental. Alors maintenant, je vais prendre un petit peu la position de où est-ce qu'on en est dans notre groupe de politique de pilotage du retour en régie publique de l'eau sur ces questions-là. Nous, le programme est très clair de la majorité métropolitaine. Il y aura les premiers mètres cubes gratuits. Maintenant, l'élu local, il est confronté en fait à trois forces.
il a une première force, c'est il faut l'effectivité que ma mesure va aider à ce qu'il y ait moins de précaires en eau sur mon territoire. Comme le disait Mathilde tout à l'heure, ça ne sert à rien qu'on fasse quelque chose où il n'y a pas de recours, un dispositif où il n'y a pas assez de recours et où du coup on ne transforme pas réellement la vie des gens. Il a une deuxième force, c'est il faut quand même que ce que je fasse ait un minimum de sens politique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la Fondation Veolia arrive et nous dit on vous paye tous vos impayés à la place des gens qu'on va retenir une solution comme ça, parce que sinon on aura un gros écart trop grand avec nos principes. Et il a une troisième force qui est chère aussi au mouvement de la France Insoumise et qui est chère à la majorité métropolitaine et dont s'occupe Madame la vice-présidente à côté de moi, c'est qu'on veut co-construire avec les citoyens. Et cette question de la tarification, Anne Gros-Perrin et tout le groupe politique tient absolument à ce que ce soit l'entrée, enfin une question centrale qui soit mise en débat avec les usagers. C'est-à-dire que on veut co-construire cette différenciation des usages, cette facturation avec les différenciations des usages avec les citoyens. Et on a déployé énormément de moyens pour faire une méthodologie participative. Ça va être aussi à nous d'amener les principes idéologiques, la bataille des idées qu'on est en train de mener. Mais comme Emmanuel l'a dit, j'ai confiance, puisqu'en fait, il suffit de retrouver le bon sens sur l'eau et la vie. Mais notamment, on veut faire le pari de cette concertation citoyenne et donc du coup, la précision de combien de mètres cubes gratuits et la précision de la manière avec laquelle on va gérer l'abonnement ou le prix lié au compteur d'eau, on va attendre en fait cette mise en débat démocratique. Notamment parce qu'on a aussi des contraintes très matérielles, c'est celle dont Laurence parlait tout à l'heure, c'est quand en fait on a un compteur en pied d'immeuble et donc on ne connaît pas forcément les compositions des ménages qui sont derrière, mais il y a des solutions, Gabriel l'a dit, et certaines villes l'ont mis en application. Donc voilà, on va faire cette mise en débat là et je pense qu'on aura quelque chose d'intéressant, j'en suis sûr, à la fin. Merci. Il y avait une demande d'intervention. Alors, comme je ne peux pas déplacer, je répéterai pour la caméra. Allez-y. Merci. Vous me permettez de répondre du tac au tac. Je crois que c'était la seule demande de prise de parole. Je vérifie, il y en aura. Ok, il y en aura d'autres. Je vais essayer d'être concis sur ce point, d'autant qu'avec René Revol, il nous a en partie occupé 3 heures ce matin. Donc je ne vais pas pouvoir recommencer. Mais juste vous dire, Jean-Luc Mélenchon, dès 2016, s'est engagé pour l'abrogation de la loi NOTRe. Bon, maintenant, on est un peu plus tard, n'est-ce pas ? Une mandature se termine. Et pour autant, dans le processus constituant que nous défendons en vue du passage à la 6e République, nous défendons l'idée que la communauté de projet soit privilégiée, si tant est que les communes le souhaitent, à la communauté forcée, premièrement. Deuxièmement, la commune est dans la bataille constituante, excusez-moi de vous renvoyer la balle,
Mais la constituante, il y aura tout le monde. Et dans les allers-retours entre des délégués à la constituante en vue d'élaborer la règle commune en 6e République, il y aura ce que l'implication citoyenne, avec les moyens de l'institution, devra porter, et y compris les élus locaux qui sont des citoyens élus, représentants du peuple un temps donné dans leur vie. Nous avons donc à tout refonder de fond en comble, y compris cela, même si aujourd'hui, on sait que pour les communautés de communes, l'association des maires ruraux a obtenu le report jusqu'en 2026 du transfert de la compétence. Maintenant, vous êtes en communauté d'agglomération, donc le couperet est passé au 1er janvier 2020. Bien. Donc oui, l'idée même du passage à la 6e République, au-delà de la formule, c'est un processus constituant qui refonde tout de fond en comble. Donc, y compris les moyens et la règle du jeu pour que la libre administration, avec des moyens, se fasse depuis et à partir de l'échelon de démocratie de proximité qu'est la commune ou est le département, avant même la question régionale qui devrait être plus stratégique, qui devrait être plus en lien avec des choses peut-être plus tournées vers la question des réseaux, dont l'eau fait un peu partie, que ça n'est aujourd'hui réparti. Mais en cela, c'est un débat. C'est un débat dans lequel on va être impliqué. Et nous, on va être impliqués, le réseau des élus insoumis et citoyens, mais l'ensemble de ceux qui auront porté Jean-Luc Mélenchon à la victoire de 2022, nous aurons à nous impliquer. Au-delà d'une victoire, il ne faudra pas rentrer à la maison. Il faudra aller se battre pour obtenir ce que vous dites là, c'est qu'on puisse reprendre la main sur les communs et définir collectivement où est-ce que de manière déconcentrée ou décentralisée, ça aussi c'est un enjeu, eh bien, on organise la gestion ou la co-gestion de l'eau et des communs. Maintenant, sur les mesures qui interviendraient avant la constituante, nous avions, et nous allons confirmer cela, a fortiori avec les mesures qui sont aujourd'hui portées dans le cadre de l'avenir en commun, le fait que nous allons organiser la sortie des DSP. On ne peut pas être ceux qui avons participé avec Attaque, avec l'appel de Varage, avec Michel Partage et Daniel Mitterrand en 2000, rappelez-vous pour les plus anciens, avec les comités Attaque, Anne de Cosa CGT, la CNL, l'UFC Que Choisir parfois, les coordinations au secours, au bien commun, au public. Hein, on ne peut pas avoir fait tout ce boulot, plus les élus locaux audacieux et leur votation citoyenne ou leur référendum, et à l'arrivée diviser par 2 le nombre de DSP et pas finir le travail. Une majorité politique demain va devoir organiser tranquillement et sereinement le fait qu'on éconduise ceux qui peuvent vendre des chaussettes ou faire ce qu'ils veulent, mais qu'ils ne s'occuperont plus du commun, parce qu'avec nous, l'eau sera d'aucune manière soumise à des conventions marchandes. Donc voilà pourquoi vous pouvez compter sur nous et sur vous-même. Au poste de commande où nous serons, nous mettrons en œuvre les conditions d'extinction des quelques dernières 6000 DSP, parce que je l'ai dit tout à l'heure, on le rabâche depuis 2 jours. Ils avaient 12 500 contrats il y a 20 ans, ils n'en ont plus que 6000. Finir le travail, c'est les éconduire à la sortie et que ça se termine de manière en sifflet dans la mandature, selon des modalités qu'il nous faut encore construire, non pas pour un programme, mais dans l'exercice du pouvoir lui-même, avec un haut niveau d'implication des usagers, des élus du bloc communal qui, aujourd'hui, et je l'espère demain, auront encore compétence en tant qu'autorité organisatrice. Mais franchement, le patrimoine est public. Les installations sont publiques. Tout est du patrimoine public. Les usagers ont déjà payé toutes les installations. Il y a quelques exceptions où des captages appartiennent à Suez. Écoutez, on ne va pas faire un fromage pour 4 exceptions nationales. On réglera le problème des exceptions. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va reprendre nos biens, hein, et puis eux, ils vont aller faire autre chose. C'est tout. Ça va se terminer comme ça. Et si sur un coin de table, il y a quelques contentieux pour lesquels il faut verser des soultes pour qu'on se dise au revoir, eh ben on verra, on examinera au cas par cas. Mais d'abord et avant tout, on les est conduits à la porte
Parce que de toute façon, aujourd'hui, pour la plupart, dans 2/3 des cas, ils sont sur les deuxièmes moitiés de contrat et ils font déjà des marges de 20 à 30% sur les contrats. Donc, excusez-nous, mais ils se sont assez gavés pour qu'on trouve les bonnes cartes mal taillées pour se quitter et qu'on reprenne le périmètre de ce qui revient à la puissance publique. Voilà ce que je peux vous dire, à la fois du fait de notre engagement hostile et en faveur de l'abrogation de la loi NOTRe, de la refondation de l'organisation territoriale et politique du pays et de la mesure immédiate d'un gouvernement qui gérerait des premières mesures d'urgence dans lesquelles le droit à l'eau effectif et une loi constitutionnelle auraient à sortir des conventions marchandes la question d'un commun indispensable à la vie. Eh bien, dans ce cadre-là, vous pouvez compter sur vous parce que vous allez mener la bataille et nous aurons besoin d'étroites relations et collaborations entre le réseau des collectivités locales en France et notamment de l'échelon communal avec une représentation parlementaire et gouvernementale qui va devoir préparer la fin de ces quelques dernières DSP. Je vous rappelle qu'on commence la bataille. Les multinationales ont 75% des usagers de l'eau en distribution et représentent 1/3 des contrats et des services. Ça veut dire que historiquement, les régies publiques ont toujours été majoritaires en nombre de services sur le territoire outre-marin et métropolitain. Et aujourd'hui, représentent moins du quart. Donc on ne va pas se priver. On est en train d'écrire l'histoire depuis 20 ans. Eh ben, on va continuer à le faire, mais là, dans une condition politique et un rapport de force différent. Soyez-en certains. Il est l'heure. Allez-y, on prend à la volée les dernières questions et on arrête. Merci. Alors écoutez, je propose que sur Coca-Cola et les captages directs dans la nature, on laisse Mathilde réagir et elle aura le mot de la fin. Sur votre première question, en l'état actuel du droit français, il est tout à fait possible, je vous réponds vraiment de manière assez caricaturale, de mettre 2 robinets et un clapet en tire-tour et d'alimenter avec l'eau de pluie les chasses d'eau. Aujourd'hui, on peut le faire si on a la volonté politique d'accompagner les propriétaires bailleurs et les particuliers à concrétiser ce type de mesures. Ce n'est pas interdit. C'est possible. Je voulais juste une dernière phrase avant de conclure, avant que Mathilde puisse conclure. On parle toujours économie en fait. On parle toujours de savoir si ça va être rentable, possible. On nous dit toujours que c'est impossible, etc. Et c'est bien que tout le monde ait en tête que pour les coupures d'eau, quand on a commencé le combat, tout le monde nous a expliqué que le service d'eau ne pouvait pas se passer des coupures d'eau, que le système d'eau, que le service d'eau s'effondrerait si les coupures d'eau n'étaient plus faisables. Ça fait maintenant 5 ans qu'ils n'en font plus et le service d'eau se porte très bien. Donc c'est indispensable d'avoir des exemples comme cela en tête pour bien leur dire arrêtez de nous dire qu'économiquement ça ne marche pas. Tout marche en économie, on s'adapte et on avance. Alors, un mini-mot de conclusion. Je suis hyper d'accord sur ce que tu viens de dire là, Emmanuel. Il faut vraiment qu'on sorte de l'idée qu'il y a des contraintes, et notamment pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, le service public de l'éclairage public, on ne le paye pas encore à la consommation. La route, on ne la perd pas à la consommation. Je pense que le service public de l'eau potable, il y a un moment donné où il faudra se dire que ce n'est pas quelque chose qu'on paye. Et en petite anecdote, je pense que vous avez bien fait de parler des toilettes aussi. On parle du droit à l'eau potable, mais il est lié à celui de l'hygiène et de la dignité. Je suis allé aux toilettes tout à l'heure à la gare de Valence. Déjà, si je n'avais pas 1 euro sur moi, j'étais bloqué. Je trouve qu'on est quand même dans une société aujourd'hui où se dire que si on n'a pas 1 euro pour aller aux toilettes, dans toute la richesse qu'on a, on ne peut pas le faire. Je veux dire, ça, c'est quelque chose... moi, quand mon engagement militant est fatigué, je me rappelle ça et je suis reparti pour 3 semaines. C'est insupportable. Et c'est d'autant plus insupportable que quand je suis parti des toilettes, on m'a donné ça en me disant « Vous avez 90 centimes de réduction pour la prochaine fois où vous y allez ».
Je veux dire, il y a un moment donné, je crois que on a des absurdités et on a effectivement cette responsabilité de jamais laisser la bataille des idées, la bataille culturelle, sans qu'on soit là pour la défendre. Merci beaucoup. Un petit mot de fin aussi pour rebondir sur Coca-Cola. C'est toute la marchandisation dont on parlait sur la question de l'eau. Alors on peut parler de Coca-Cola, mais on peut en citer bien d'autres qui pompent dans les nappes phréatiques. On reparlera par exemple de Vittel ou de Volvic, demain Nestlé ou Danone, mais qui quand même, dans des moments de sécheresse, les seuls qui ne sont pas assujettis aux arrêtés sécheresse, ce sont ces multinationales à qui on laisse piller et d'ailleurs prendre encore plus d'eau que d'habitude, avec des effondrements des nappes phréatiques qui sont absolument dramatiques, pour envoyer de l'eau en bouteille à 70% à l'export à l'étranger. Donc pour le coup, y compris la priorité du droit à l'eau, qui est pourtant dans une loi sur l'eau et la hiérarchisation des usages qui ont été faits n'est pas du tout respectée. Donc oui, à un moment, il faut stopper ces multinationales. Et je dis juste que Gabriel, ce qu'il vous dit quand il dit qu'il n'y aura aucune convention marchande sur l'eau, ça veut dire par exemple que le marché de l'eau en bouteille est une question que nous poserons. Et s'il n'y a pas de convention marchande, il n'y a pas d'eau embouteillée non plus. Donc ça va quand même assez loin comme proposition, ce que nous faisons. Et en tout cas, nous continuerons à nous battre pour le commun qu'est l'eau. J'aime bien dire cette phrase de Thomas Sankara qui disait il y a déjà 40 ans, mais qui est toujours extrêmement actuelle, qui disait entre le champagne pour quelques-uns ou l'eau potable pour tous, il faut choisir. Eh bien, nous avons choisi et nous continuerons ce combat jusqu'à la victoire. Merci à vous les amis, merci Gabriel.